Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle analyse de la nouvelle recrue, la quatrième cet été pour le PSG, en la personne de Renato Sanchez et en provenance du LOSC, connu de Luis Campos et de Christophe Galtier bien évidemment. Installez-vous, c'est parti, on va décortiquer tout du joueur. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec un récap de ce dossier qui ressemble à tous ceux menés par Luis Campos depuis son arrivée au PSG, à savoir fuite dans la presse, ça s'excite pendant 3 jours, ensuite ça se tasse complètement, ça passe même par une phase désertique, ici c'était carrément un revirement de situation en faveur de l'AC Milan qui était annoncé dans les médias, et un beau jour, on se lève, tout s'accélère et en 48 heures, le joueur est arrivé à Paris, a passé ses tests médicaux, a signé son contrat et c'est officiel. Le dossier Renato Sanchez n'a pas dérogé à la règle, ça fait 1 mois qu'on en entend parler. On avait la particularité de l'AC Milan qui, eux, se sont entendus avec le LOSC depuis des mois sur l'indemnité de transfert. Et le joueur qui a toujours donné sa priorité au PSG, qui ne voulait pas entendre parler du Milan AC. C'est évidemment le premier bon point qu'on notera dans cette analyse, un joueur qui veut venir. Et alors vous allez me dire, ouais, entre l'AC Milan et le PSG, tu choisis le PSG. Je vous répondrai, calmez-vous. L'AC Milan, quand même, c'est un club qui pèse, certes, qui n'a pas un rond, mais qui pèse quand même en Serie A, qui a vraiment une excellente équipe, qui tourne très très bien, et pour un joueur comme Renato Sanchez, y aller, ça aurait vraiment pas été bête. Tu vois ce que je veux dire? Sur chaque ligne, il y a d'excellents joueurs. Leao, Tonali, évidemment Hernandez en défense. Il y a vraiment une très très belle génération, un engrenage qui a bien pris tactiquement et qui ne devrait qu'aller de mieux en mieux au fil des années. Bref, dans tous les cas, on obtient gain de cause, c'est tant mieux. Alors, il y en avait qui se plaignaient du fait que ça traîne parce que dans les médias, c'était vraiment orienté sur Luis Campos veut pas surenchérir. Luis Campos propose 10-12 millions, le LOSC en demande 15, et du coup des gens se plaignaient, ouais, pour 3 millions on fait les rats, c'est un peu abusé, si on le loupe pour 3 millions on s'en mordra les doigts. Je répondrai quand même que là il y a une corrélation évidente avec l'officialisation de Renato Sanchez, c'est Wijnaldum qui part en prêt à la Roma. Je pense que c'était vraiment un petit peu plus là-dessus qu'il y avait des enjeux. Dégraisser la masse salariale. Encore une fois, faire des sous sur nos indésirables, c'est quasi impossible. C'est pour ça qu'il part en prêt. On n'a pas d'indemnité de transfert, rien. Bon, ça va. Wijnaldum, pour son cas perso, on l'a pris libre l'année dernière, donc il n'y a pas d'amortissement. Par exemple, pour Icardi, c'est encore plus compliqué parce que pour lui, il y en a un qui est de 12 millions et demi avec... Non, oui, 12 millions et demi. En plus, tu dois rajouter le salaire chaque année. Bref, dans tous les cas, Wijnaldum part à la Roma. Il a atterri à l'heure où j'enregistre cette vidéo à Rome. Option d'achat à 8 millions d'euros. Selon l'équipe, elle deviendra obligatoire si Rome se qualifie en Ligue des Champions. Je mettrai une petite pièce là-dessus parce que José Mourinho, parce que Paulo Dybala, parce que un collectif qui peut bien aller. Et Wijnaldum, franchement, on lui souhaite le meilleur. Et deuxième critère pour que ça devienne obligatoire, il faut qu'il joue 50% des matchs. Oh, là-dessus, on l'a vu cette saison, c'est quand même un joueur fiable, on l'a quand même beaucoup vu. Le problème, c'est qu'on l'a trop vu jusqu'à se lasser, mais dans tous les cas, ça deviendra obligatoire selon l'équipe pour ça. Et concernant le salaire, il est énorme, 10 millions. Il sera pris à 50% par Rome, qui va donc donner un chèque de 5 millions au PSG. Donc, bien sûr, avant tout, on loue Wijnaldum, sa volonté de s'en sortir, aller se relancer, à la différence d'un Kurzawa, d'un Rafinha ou d'un Draxler par exemple. Il part. Bon, la Roma, c'est pas ridicule non plus, mais voilà, il aurait pu très bien rester au PSG dans le confort du loft et du salaire de la ville.
Au final, il abandonne tout et il part en Italie. Je pense que c'est plutôt ça qui a déverrouillé le dossier Sanchez, puisqu'au final, selon les médias, en fait, il se boucle à 15 millions. Le PSG a balancé la quinzaine de millions d'euros, qui franchement pour moi est plus que raisonnable pour un joueur, qui a 25 ans. Alors c'est plus un espoir, on peut plus le qualifier de jeune joueur talentueux, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal, parce qu'il arrive dans sa fleur de l'âge. Et pour son historique de blessure et tout ça, tu peux te dire que physiquement, on va avoir droit, à la différence du Bayern, Swansea et Lille, à un Renato Sanchez qui est vraiment au sommet de son art physiquement. Et puis, pour tous ceux qui commenceraient à s'exciter, ouais, il est toujours blessé, ouais, il a beaucoup de pertes de balles, on recrute quand même le Golden Boy 2016. Alors oui, ça commence à dater 2016, mais c'est un Golden Boy quand même, c'est pas ridicule, qui a quand même des références, notamment en Ligue des Champions, contre Milan, contre Chelsea. En Ligue 1 aussi, il connaît le championnat, c'est un avantage, et ensuite il a des références dedans, c'est encore mieux, et un talent qui est absolument mais indéniable, voilà. Comme je disais, il connaît la Ligue des Champions, il a une trentaine de matchs, donc ça, à l'instar de Nordi Mukiele par exemple, c'est une qualité quand même. Je rappelle qu'on recrute quand même 2 joueurs qui ont une trentaine de matchs pour moins de 25 millions les deux. C'est quand même pas rien. L'expérience en Ligue des Champions aujourd'hui, c'est ce qui coûte le plus cher sur le marché des transferts. Ça fait plaisir, bien évidemment. Ensuite, en termes de positionnement, bon, il a 25 ans, il connaît le double pivot, il peut dépanner sur les côtés, mais on va vraiment le prendre pour un tandem. Voilà, avec Marco Verratti, Vitinha, Danilo, Leandro Paredes, si il ne part pas. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, son profil. D'abord, sans ballon et à la phase de construction, il va s'écarter un petit peu de la zone de densité pour proposer le ballon. Ça, c'est quelque chose qui a été corrigé par rapport à ses débuts. Par exemple, Euro 2016, début avec le Benfica ou au Bayern, c'est quelqu'un qui se rapprochait un petit peu trop du porteur pour, au final, ne pas être utile et surtout apporter de la densité sur ce fameux porteur. Réduire un petit peu les angles de passe pour ce fameux porteur, ça, il l'a quand même un petit peu corrigé. Il a un petit peu plus d'intelligence situationnelle pour pouvoir s'écarter de la zone de densité parce qu'il a besoin de temps, d'espace pour se retourner et se mettre face au jeu. C'est pas quelqu'un qui va recevoir dos au jeu et s'écarter de la pression, mais plus quelqu'un qui va s'écarter de la pression avant de recevoir et une fois qu'il a reçu, éliminer, porter et aller vraiment chercher le 1 contre 1, chercher le duel pour casser les lignes par la passe ou par la conduite de balle, on va y revenir un petit peu plus tard. Justement, la conduite de balle est très très bonne, il aime beaucoup porter le ballon, ça fait plaisir parce qu'on a peu de joueurs qui le font. Marco Verratti a énormément de qualité, mais franchement, la conduite de balle, il n'a pas trop d'explosivité. Et puis surtout, en fait, quand il la porte, ça porte pas ses fruits parce qu'il arrive dans le dernier tiers et on connaît tous son influence dans cette zone-là. C'est-à-dire que le mec est plus que prévisible, on sait très bien qu'il va faire une passe latérale ou à l'extrême limite, une passe en cloche, comme il l'a fait sur le but de Sergio Ramos au Trophée des Champions. Mais en aucun cas il va tirer, en aucun cas il va faire une passe laser dans un intervalle pour aller chercher un petit peu de profondeur ou mettre du danger dans la surface de réparation. Renato Sanchez est très intense au niveau des courses, il a un excellent volume de jeu, alors ça risque de poser problème au PSG, on y reviendra au rayon bémol, qu'on posera bien évidemment, parce qu'à 15 millions d'euros, c'est pas non plus l'affaire en or et parfaite, mais dans tous les cas, voilà, c'est une boule de nerfs, tout le monde le dit, il court beaucoup, il est capable de porter le ballon sur 50-70 mètres, et puis de le projeter aussi par un jeu long, un jeu de passe très très bon, si Paredes s'en va. C'est un petit peu la tendance, là, selon Di Marzio, il a un accord personnel avec la Juventus de Turin, qui doit du coup désormais s'entendre avec le PSG, qui en demanderait 15 millions. Les gars, 15 millions Paredes, sachant qu'on l'a acheté 47 et que c'est quand même un joueur qui a du ballon, bon, je veux bien m'en séparer, je veux bien que ce soit très difficile de l'envisager dans un double pivot et qu'il soit nonchalant en termes de contre-pressing et de volume de jeu, mais bon, la Juventus, ils sont gentils, on leur a filé Di Maria, ils nous ont berné avec Icardi là au mercato d'hiver, ils nous faisaient croire qu'ils n'avaient pas un rond, qu'ils pouvaient le prendre que avec un prêt sans option d'achat. Au final, ils balancent 70 millions sur Vlahovic. On leur a laissé Paul Pogba, et justement, Paul Pogba qui vient de se blesser, faut en profiter, faut faire monter les enchères, évidemment. Déjà qu'avant la blessure de Paul Pogba, il s'y intéressait, maintenant, il y a moyen d'aller gratter la vingtaine, 25 millions d'euros pour Leandro Paredes. Bien sûr, le salaire va poser problème, mais visiblement, il s'est entendu avec la Juventus de Turin, donc ça fait plaisir. Ensuite, pour la conduite de balle et avec ballon, Renato Sanchez est très explosif. Il peut partir en phase arrêtée, à la Kylian Mbappé par exemple. Ça, c'est vrai que Neymar et Messi le font plus trop.
du fait de leur âge et de leurs conditions physiques. Il a d'excellents appuis, Renato Sanchez. Hein. Il est très puissant, il est très rapide, il arrive à bien protéger sa balle. Il fait 1m76, mais physiquement, il en impose. Hein. Il court partout, c'est très beau à voir jouer. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui se retourne un petit peu sur lui. Pour faire une petite métaphore, il court partout et nulle part à la fois. Parce que c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup d'énergie, d'intensité. Mais de l'autre côté, parfois, il peut trop se donner et se retrouver à des endroits où il ne doit pas être, tout simplement. Et quand tu es dans un double pivot, c'est vrai qu'il faut un petit peu avoir cette rigueur tactique. Dans le dernier tiers, pareil, il met beaucoup d'énergie, il peut renverser, contre les blocs bas très rapidement. Ça, vous savez très bien que les renversements, c'est quelque chose que je veux absolument qu'au PSG on maîtrise. Voilà. Hein. Aujourd'hui, il n'y a que Sergio Ramos qui le fait un petit peu plus bas sur le terrain, mais dans le dernier tiers, c'est compliqué. Il a une bonne frappe. Il est aussi présent sur les seconds ballons, voilà, sur les rebonds, par exemple, dégagement après un centre. Bam, il est dans les 18 pour reprendre, mais sa frappe, elle est quand même sous-exploitée en termes de statistiques. Il met des beaux buts, mais assez peu par rapport à sa qualité de frappe, tout simplement. Et ensuite, défensivement, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Il est bon au pressing. Hein. S'il part en avançant, qu'il réussit à choper le ballon dans les pieds de l'adversaire, il va pouvoir te faire une belle contre-attaque avec sa conduite de balle et son côté très tranchant. Parce qu'il est très vertical. C'est la première de ses qualités, évidemment. J'ai oublié de la citer. La verticalité qu'il donne à ton jeu. Voilà. Là, c'est évident que Renato Sanchez va toujours faire progresser ton ballon. Des passes entre les lignes, dans la profondeur, des passes longues, pied en rupture, ou alors, s'il n'a pas de solution de passe, par la conduite de balle, comme je l'ai exposé. Défensivement, c'est vrai que il peut récupérer en défendant, en avançant, mais sinon, pour tout ce qui est repli et tout ça, en fait, son problème, c'est qu'il se concentre trop sur le ballon. Et il va suivre le ballon parfois un petit peu bêtement, jusqu'à se faire berner par ses adversaires. Il faudrait qu'il ait un petit peu plus d'intelligence de jeu là-dessus pour se concentrer sur son adversaire plutôt que le ballon. Et puis dans les airs, à l'instar de Vitinha et Marco Verratti, il n'y a pas grand-chose à en attendre. Hein. C'est vrai que c'est le défaut un petit peu là de ce mercato. Luis Campos veut recruter un troisième milieu qui serait justement plus grand, plus athlétique et qui apporterait un petit peu plus de sécurité dans les airs parce que c'est pas Renato Sanchez qui va te l'apporter tout simplement. Ensuite, dans ses passes ou dans les 1 contre 1, il va éliminer. Il va faire de très bons dribbles. Techniquement, il est vraiment très bon. Comme je disais, il a un talent qui est absolument indéniable en fait. Au-delà de ses blessures, sans ce facteur blessure, c'est quelqu'un qui a sa place dans n'importe quelle équipe, je pense. Mais il prend quand même des risques. Alors d'un côté, je tomberai jamais sur un joueur qui prend des risques pour l'équipe. Ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup. Mais de l'autre côté, ça fait quand même depuis 2016 que le mec a ça qui lui traîne derrière. Il prend des risques. Et au PSG, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans son volume de jeu, il va beaucoup courir. Au LOSC, c'était le dépositaire du jeu. C'était un petit peu la star de l'équipe. Et encore, avec ses blessures, parfois, il était un petit peu relégué au second plan. Mais dans tous les cas, ici, tu peux pas lui dire de s'investir complètement, monter dans le dernier tiers, parce que devant, t'as les 3 nigauds, Messi, Neymar, Mbappé. Et du coup, la mission principale du double pivot, c'est de couvrir. Alors Marco Verratti, on l'a vu face à Nantes, selon Christophe Galtier, devrait jouer dans un rôle de couverture et de premier relanceur avec les centraux, mais ça ne fait pas tout. Je veux bien que Marco Verratti ait des qualités de roquet, et c'est vrai que ça, c'est sous-estimé Marco Verratti. Il est tout à fait capable d'harceler son adversaire et d'aller gratter des ballons par le tacle, de ne pas le lâcher et tout ça. Et ça ne reste pas moins que, Renato Sanchez, en fait, d'un côté, il faudrait mettre le curseur au bon endroit, entre son volume de jeu, sa fougue, on va dire, son énergie, et le fait qu'au PSG, c'est pas comme au LOSC, hein, il faut évidemment se contenir. Mais à partir du moment où il se contient, ça va avoir évidemment une imputation sur sa performance individuelle tout simplement. Ensuite, la dimension mentale, elle est très importante avec lui et ça, Christophe Galtier l'a évoqué sans détour à plusieurs reprises en conférence de presse il y a 1 an. Parce que, à l'échelle d'un match, des fois il est trop investi, ça va faire un petit peu une Neymar. Voilà, dans le sens où il va trop s'investir, il va faire une faute, il va s'exciter sur ses coéquipiers et il peut sortir vite fait de son match. Ça, à 25 ans, il faut le corriger évidemment. Et au PSG, on n'a pas besoin de ça. On en a déjà assez avec Marco Verratti qui gueule sur les arbitres et Neymar qui a 30 ans est toujours un gamin dans sa tête.
Si Renato Sanchez en plus est incapable de se canaliser, bon, ça va pas le faire. Donc là, à l'échelle d'un match, il faut évidemment qu'il se canalise parce qu'en plus, après, ça lui joue des tours. Quand il est titulaire, à la 60e, des fois, il peut avoir des petits trous noirs physiquement en fait. Des petits quarts d'heure dans lesquels il va vraiment tirer la langue, avoir la main sur les hanches. Et puis ensuite, sur les blessures, bah, il y en a beaucoup, notamment Christophe Galtier, qui les explique par le stress, la pression. C'est quelqu'un qui va se contracter, se faire un mal de chien, se ronger les ongles tout le temps et qui du coup va se blesser. Ça va pas être des blessures extraordinaires, hein, c'est pas des blessures sur des coups ou des blessures musculaires. À chaque fois, c'est l'histoire de une semaine, 15 jours, mais ce sont des blessures quand même. Et le problème avec Renato, c'est qu'à l'instar de Neymar, il se blesse, c'est un fait. Il y a la convalescence, mais surtout quand il revient, il a besoin de 3-4 matchs pour se remettre dans le rythme et retrouver son niveau. Ça, Marco Verratti, c'est sa plus grande qualité dans ses défauts. Il se blesse, mais quand il revient, bam, tu peux tout de suite le titulariser en Ligue des Champions. Tu sais qu'il n'aura pas besoin de temps d'adaptation. Ou alors, à la limite, un quart d'heure. La seule fois dans sa carrière, à Marco Verratti, où on a senti qu'il n'était vraiment pas dans son assiette après un retour de blessure, c'était la finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. D'ailleurs, il n'est pas titulaire, il rentre, mais son entrée est un petit peu insipide. Tu sens qu'il n'est pas dans son assiette, parce que de l'autre côté, on a peut-être aussi précipité son retour de blessure. Mais dans tous les cas, quand tu ne le précipites pas, et ça devrait être le cas avec Renato Sanchez, parce qu'il arrive pour la rotation, on n'en attend pas non plus des tonnes de sa part, et surtout, bah, il y a des joueurs à côté pour l'épauler. Évidemment, voilà, ici il lui faut 4-5 matchs, ça va être compliqué. Pour lui, attention à ne pas rentrer dans une spirale négative, parce que s'il t'enchaîne 3 matchs moyens, et il y a quelqu'un d'autre qui va attendre sa place, un Danilo, un Vitinha par exemple, ou un Marco Verratti bien évidemment. Bref, bon, dans tous les cas, s'il fait 2000 minutes par exemple dans la saison, ce sera très bien. Et puis pour 15 millions d'euros, en termes de salaire, il n'y a pas grand-chose qui a fuité. Alors, bon, je pense qu'on peut l'envisager aux alentours, je crois qu'il touche un petit peu plus de 3 millions par an à Lille. Donc tu peux te dire 4-5 millions, 6 maximum. Je pense que c'est ce qui va fuiter dans les prochains jours et c'est ce qu'il devrait toucher selon moi. Mais encore une fois, il n'y a pas d'infos derrière ça, c'est juste mon ressenti. Donc bien sûr, là-dessus, il faut le prendre pour un joueur de rotation en fait. Là-dessus, bon, tu peux te dire... Alors c'est paradoxal. À Lille, il avait la pression. Tu peux te dire, ouais, mentalement, il pouvait un petit peu se bouffer les ongles parce que c'était le métronome et quand il venait, il était obligé de surnager parce qu'il n'était pas très bien accompagné. Là, quand il va jouer, ça va être aux côtés de joueurs de classe mondiale, donc il aura moins de pression quand il sera sur le terrain. Et hors terrain, on va pas se mentir, à 15 millions, c'est pas un titulaire indiscutable. Voilà, on va pas attendre Renato Sanchez comme le Messi quand il va se blesser, donc il pourra être plus tranquille et revenir tranquillement. Moi, je pars du principe que, oui, le PSG, c'est une autre dimension que Lille en termes médiatiques et d'attente, mais de l'autre côté, à Lille, bah, il était beaucoup plus attendu personnellement, et du coup, il aura peut-être moins de pression ici. Voilà, et puis pour 15 millions, moi perso, je le prends pour un joueur de rotation. J'espère que ça va le faire. C'est une très bonne affaire de la part de Luis Campos, et en plus, au-delà de la dimension personnelle, son talent qui est absolument indéniable et toutes les qualités qu'il a, il est complémentaire avec tout le monde. Avec Danilo, il peut faire un double pivot, Verratti idem, Vitinha idem. Franchement, j'ai très très hâte de le voir. Et alors, on l'a vu, au PSG, il y a un souci en sortie de banc. Il faut évidemment dans la rotation mettre un petit peu de numérique et de qualitatif. Mais de l'autre côté, vous pouvez me sortir par exemple le match au Bernabeu, quand tu vois les entrées de Gay qui n'est pas du tout tranchant, un Renato Sanchez aurait fait l'inverse que ce que Gay a fait au Santiago Bernabéu. Donc ça c'est très bien. Mais de l'autre côté, tu peux t'en prendre aux indésirables, Icardi, Kurzawa et tout ça, tu peux t'acharner sur eux. Mais le problème c'est que c'est pas le premier problème du PSG. Il y a une dimension symbolique avec eux. Mais sportivement, on n'a pas eu de résultats la saison dernière. C'est un peu gros ce que je dis parce qu'on a quand même le titre de champion et contre le Real, on domine 80% du temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les mecs ne jouent pas en fait. Donc tu as des problèmes tactiques, mais ta solution, c'est pas de virer les indésirables. C'est aussi de recruter, et ça, j'espère que Luis Campos va le comprendre durant le mois d'août, recruter de la classe mondiale. Des joueurs titulaires, au milieu de terrain plus qu'ailleurs. En défense, il a compris. Parce qu'il cible un Milan Skriniar, qui viendrait en tant que titulaire en puissance. Wesley Fofana, pareil, c'est le gratin. Au milieu de terrain, je pense qu'il a un petit peu moins saisi l'ami Luis Campos. On a hâte de voir qui est pisté pour le fameux troisième milieu, Kefren Thuram peut-être. Voilà, on peut citer Frenkie de Jong. Ça a parlé de Bernardo Silva dernièrement, mais Bernardo Silva, bon, il est gentil, hein, il coûte très cher déjà. Et surtout, bon, il joue à Manchester City, difficile d'envisager une transaction avec eux.
Et puis, bon, c'est un petit peu le même gabarit que Marco Verratti, même si c'est quelqu'un qui va avoir un volume de jeu extraordinaire, qui va gratter des ballons et tout ça, bah, il n'en reste pas moins assez frêle en fait. Même si de l'autre côté, il connaît la Ligue 1. Il n'aura pas besoin d'acclimatation. C'est vrai qu'avec Monaco, il a fait des ravages dans notre championnat. Bref, très bonne soirée à tous. J'espère que vous connaissez tout de Renato Sanchez, qui est pour moi un très bon coup. 15 millions, franchement, ça devait se saisir. C'est une très bonne opportunité. Mais ça n'enlève pas la nécessité de recruter un titulaire. Voilà. Mais encore une fois, avant, peut-être faut-il vendre, tout simplement, pour avoir un petit peu moins de salaire, de masse salariale et d'amortissement aux fesses. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement, bien sûr, pour parler de nouvelles rumeurs, on l'espère. Ciao les amis.